Et c'est l'heure du face-à-face. Merci de nous rejoindre avec David Revaud-Dallon du Monde et Bruno Jeudi du Journal du Dimanche. Bonjour messieurs. Bonjour Roselyne. Toujours parfait votre bonjour. Nous allons donc parler de la politique, bien sûr. La politique intérieure qui reprend du service cette semaine avec trois faits, on va dire. Le remaniement qui semble s'accélérer, l'affaire Copé à l'UMP et puis l'affaire Patrick Buisson, ce conseiller de Nicolas Sarkozy, qui a enregistré pendant des années le président de la République et ses conseillers pendant des réunions. C'est sorti dans la presse. Alors, messieurs, drôle de méthode. Là, on va essayer de comprendre. Drôle de méthode de ce conseiller. Alors, ce qu'il faut rappeler, c'est que ce conseiller incarnait la ligne, on va dire, extrême droite. C'est lui qui a poussé beaucoup Nicolas Sarkozy sur les thèmes de l'extrême droite. Comment on explique aujourd'hui, comment vous expliquez cette révélation ? D'abord, curieuse méthode pour un personnage singulier, vous le disiez, il faut juste cadrer un petit peu le personnage. Il vient directement des rangs de l'extrême droite, il a été responsable du journal Minute, il a milité longtemps dans tous les groupuscules de l'extrême droite française, et puis il est apparu dans le sillage de Nicolas Sarkozy assez tard, un petit peu avant la présidentielle, 2005, la campagne pour la Constitution européenne, et puis Nicolas Sarkozy décide de le garder, il en fait un peu son conseiller spécial pendant la campagne de 2007, et puis il continue à être le conseiller pendant tout le quinquennat, et c'est là où le scandale existe, puisqu'il aurait enregistré, on a quelques éléments dans le Canard enchaîné. Oui, c'est gentil d'ailleurs, pour l'instant c'est pas très explosif. Conversations, mais apparemment, il semble, et pour avoir aussi un petit peu enquêté, puisque vous savez, Le Point avait sorti il y a 15 jours, 3 semaines, au début du mois de février, justement, qu'il y aurait des enregistrements. À l'époque, Patrick Buisson a nié, a même juré auprès de Nicolas Sarkozy que c'était faux, et on s'aperçoit que c'était vrai. Je crois qu'on n'est qu'au début de quelque chose qui va sans doute mettre la droite sans dessus-dessous pendant des semaines et des semaines. Oui, c'est une bombe à retardement, voire à fragmentation, dont on a eu le premier épisode ce mardi. Effectivement, vous savez, on croyait qu'on allait s'ennuyer en ce mois de mars. Dans d'ailleurs, ça commençait un peu. Ça commençait un peu dans l'attente des municipales, avec le feuilleton du remaniement qu'on attendait. Et en une semaine, on vient de voir la droite au bord de l'explosion, sur le coup des deux dossiers que vous évoquiez, celui de Jean-François Copé et de Patrick Buisson. Alors ces enregistrements, effectivement, elles dénotent quand même une méthode assez particulière, c'est-à-dire qu'un des plus proches conseillers, l'un des plus proches inspirateurs de cette ligne qui avait polariser la vie politique française depuis une décennie, on peut le dire, puisque c'est ce qui fait débat, non seulement du point de vue de l'alliance entre droite et extrême droite, mais aussi à gauche, puisqu'il va falloir s'y préparer. Et les municipales, ça allait être le champ d'expérimentation. Surtout, là, c'est du jamais vu. Et c'est du jamais vu. Enregistré dans le bureau du président de la République, les conversations à son insu. Franchement, on n'a jamais vu ça. Quoi, les murs ont toujours des oreilles. Et pourtant, ça fait quelques années qu'on fait ce métier. Là, c'est du jamais vu. Voilà, c'est tout simple. Parfois, les journalistes enregistrent à l'insu des gens qu'ils interviewent. Des journalistes qui ont osé enregistrer un président de la République, une conversation avec le président de la République. J'ai pas encore vu ça, mais bon. Et puis, il y a quand même une règle, il faut le rappeler aux téléspectateurs, déontologique. Si on enregistre une source, si on enregistre un interlocuteur, on est quand même obligé de lui indiquer, de l'informer. Et donc là, c'est un proche collaborateur. C'était vraiment une trahison qui vient du cœur de l'équipe même, du cœur de l'Élysée. Mais alors effectivement, comme vous le dites, certains ont jugé tous quasiment à droite que c'était inacceptable. Guénaud parle d'un viol, etc. Bon, bien sûr, on peut s'interroger sur l'intérêt de cette chose, mais qui a intérêt à, soi-disant, avoir volé ses cassettes? Tu sais ce que dit Buisson, on a volé ses cassettes, et qui a intérêt, et pourquoi, à les sortir et à les divulguer à la place? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Là, ce qu'il faut voir, c'est on revient au côté sulfureux du personnage. Il fait l'objet lui-même actuellement d'une enquête judiciaire, puisque, vous savez, il y a l'affaire des sondages, il y aurait eu des commandes de sondages qui seraient passées, lui-même aurait bénéficié de gros contrats. Donc, il se vengerait de Nicolas Sarkozy en divulguant. Il y a déjà une enquête policière, donc on ne sait pas si il n'y a pas eu aussi des choses qui ont été ramassées par les enquêteurs. Il y a aussi des affaires privées qui concernent Patrick Buisson, et là on rentre dans la sphère privée, on sait qu'il est en difficulté avec son fils, avec quelques amis qui eux racontent dans tout Paris qu'il enregistrait tout, y compris les conversations avec des journalistes, donc voilà, donc j'essaie d'inventorier qui aurait pu
diffuser. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Et puis, c'est vrai que le personnage est tellement sulfureux qu'on peut se dire aussi, quelque part, il y a peut-être l'idée aussi de faire chanter un Nicolas Sarkozy, qui depuis quelques mois prend ses distances avec son ancien conseiller, parce que lui-même, il est dans un positionnement politique qui évolue plutôt vers un recentrage que vers j'allais dire, le positionnement de la campagne de 2012, qui était un positionnement très droitier, sous l'influence directe de Patrick Buisson. Et puis il y a l'explication politique, l'élimination de ce conseiller qui était si encombrant et qui, même si Nicolas Sarkozy s'en était un petit peu éloigné ces derniers temps, a quand même pesé très très lourd dans l'orientation de la droite française ces dernières années et des 2 dernières campagnes présidentielles. Donc cette explication-là, elle existe. Et peut-être qu'on a pu aussi avoir la volonté d'impliquer l'ancien président, puisque même si les premiers extraits sont plutôt, Bruno, on va dire assez. Ouais. En tous les cas, on n'y apprend pas grand-chose. Voilà. On apprend que ce n'est pas à son désavantage. Mais il y a quand même des gens qui aujourd'hui, j'imagine un Brice Hortefeux qui est vilipendé d'une manière incroyable dans une réunion privée. Je pense que pour lui, c'est quand même une blessure vis-à-vis de Nicolas Sarkozy. Je vous passe Roselyne Bachelot, Xavier Darcos et autres nuls entre guillemets. Mais ça, on imagine que c'est pas vraiment une grosse surprise de la part de gens qui les aimait pas, hein. Enfin, Patrick Buisson s'en cachait pas. Mais la vraie question, Bruno, est-ce que Nicolas Sarkozy lui-même, à terme, va être impacté par ce feuilleton? Mais pour l'instant, c'est pas tout à fait. On verra au fil des révélations de ces enregistrements, mais surtout ce qu'on va voir, c'est qu'à mon avis, tous les gens qui de près ou de loin ont été d'accord avec Patrick Buisson, avec ses méthodes et tout ça, vont se retrouver, si vous voulez, il va y avoir une espèce de je vais pas dire de grande purge à droite, mais de règlement de compte très très fort. Alors justement, dernière question sur ce sujet, et après on passe à Jean-François Copé. Peut-être que c'est un peu lié d'ailleurs. Ma question, c'est que, est-ce que dans le fond, aujourd'hui, avec cette affaire Buisson, il n'y a pas une porte qui se ferme sur la droite qui a été quand même, pendant longtemps, contrôlée par l'idéologie buissonnienne, je sais pas comment moi, je pense que la droite a été dérégulée pendant 5 ans. Elle a perdu sa boussole et la droite va revenir à une ligne beaucoup plus classique, gaulo-libérale, gaulo-centriste. En tous les cas, elle va s'éloigner et fermer définitivement la parenthèse Buisson. Je suis beaucoup moins optimiste que Bruno, d'abord parce que quand on entend Fillon, les réactions de Fillon sur certains sujets. Il y a quand même sur le terrain cette question de l'alliance entre UMP et FN, entre droite et extrême droite. Elle va perdurer et elle va... Mais il n'y a pas d'alliance pour l'instant, David. Il n'y a pas d'alliance. Attendons les municipales, Bruno, parce que là, on va voir qu'il y a des triangulaires. J'aimerais bien savoir comment ça va se passer dans certains départements du Sud, ce qui annonce évidemment, forcément des alliances au Patrick Buisson n'a jamais caché que son grand dessein, c'était de réunir les droites, bien sûr. La droite extrémiste et ce qu'il appelait la droite nationale. Donc lui, c'était son grand dessein. Ce n'est pas le dessin d'un François Fillon, ce n'est pas le dessin d'un François Baroin, ce n'est pas le dessin d'un... de fusion nationale, il n'y aura pas, mais sur le terrain, moi j'attends de voir comment vont se passer les alliances. Regardez quand même l'inflexion, c'est quelques derniers mois de François Fillon quand même, qui dit qu'il n'est pas choqué par le référendum en Suisse, qui a révélé... Qui parle de sectarisme à propos du choix de deuxième tour entre PS voilà, et FN, on votera pour le moins sectaire. C'est quand même... c'est rentré dans les mœurs, ou du moins dans les esprits, c'est-à-dire que Buisson n'est peut-être pas là, sa ligne ne sera peut-être pas défendue de façon si explicite, mais en tout cas, c'est rentré dans les mœurs. Alors, autre affaire, jugée par la plupart des observateurs comme pathétique, c'est la défense de Jean-François Copé, et comme la meilleure défense, dit-on, c'est l'attaque, eh bien, il a attaqué, après avoir été attaqué lui-même par Le Point, sur des surfacturations d'une boîte de production par l'UMP. Alors, messieurs... C'est le gros flop de la semaine. C'est le pchit, comme dirait Chirac. C'est le gros flop de la semaine. On se demande... c'est absolument incompréhensible, cette surréaction de Jean-François Copé. Qui veut mouiller tout le monde. Il veut mouiller tout le monde. Il convoque la France entière, les télévisions, le drapeau, les compatriotes, pour nous annoncer 2 piteuses propositions de loi, une énième législation sur la transparence pour la vie politique française. Et j'en passe des meilleurs. Lui-même s'était opposé au projet de transparence du gouvernement socialiste d'il y a 6 mois, et il avait critiqué Fillon, Juppé, Wauquiez, qui faisaient étalage de leur patrimoine. Donc c'est un flop énorme. C'est d'autant plus incroyable que Jean-François Copé, on l'attendait répondre sur le fond, et il avait sans doute des éléments à apporter. Et il a préféré
pourrait partir dans une riposte politique qui, à mon avis, il a tapé à côté de la plaque. Alors, il paraît qu'il était furieux le week-end dernier, c'est pour ça qu'il a aussi fait cette réplique un peu tous azimuts et qui, comme vous le disiez, est parti sur n'importe quoi. Le papier du Monde de vos deux consoeurs qui l'a particulièrement énervé. Et dans le fond, le titre le sujet du papier, c'était de dire... Le problème avec Copé, c'est qu'il ne voit jamais où est le problème. Ah oui. Ouais. C'est un peu ça, et c'est ce que vient de résumer Bruno, c'est-à-dire que cette contre-offensive de lundi, elle tape non seulement à côté sur la forme, parce qu'on a bien senti que Jean-François Copé était personnellement atteint, blessé, et que quelque part le papier du Point avait touché juste. Mais sur la forme, c'est encore pire. Ça me rappelle l'affaire Cahuzac, à l'issue de laquelle le gouvernement avait, pour souffler l'effet de ce scandale, dégainé cette loi de transparence. Mais dans l'affaire Cahuzac, on peut dire que ça avait quand même plus ou moins fonctionné en termes de communication et d'effet de souffle. Là, pas du tout. La communication de crise qu'a choisi Jean-François Copé est pire que le mal, c'est-à-dire qu'elle aggrave. Il ne répond pas aux questions. sur la tâche et elle apparaît un peu plus. Il ne répond pas aux questions et il semble vraiment jouer une manœuvre dilatoire, une manœuvre de diversion avec cette loi de transparence qui n'a aucun rapport avec le sujet. Et alors qu'on entendait des explications sur cette société de conseil et sur l'ensemble des responsables du MP, fillonistes, sarkozystes et même parfois copéistes ont été d'un silence absolument assourdissant. Personne n'a volé à son secours. Il a été obligé d'envoyer son directeur de cabinet, vous savez, celui déjà qui brandissait les preuves dans la triche en 2012, le fameux Jérôme Lavrieux qui a des côtés préfet Beria. Et là, vous vous dites que s'il n'a plus que lui pour le défendre, c'est que vraiment ça va très mal dans sa maison. Est-ce qu'il y a un problème chez Copé de construction sur la morale? Alors on dit que c'est un bébé Chirac. Est-ce que dans le fond, c'est pas parce qu'il a été élevé un peu à cette école de la corruption gentillette. Enfin gentillette. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Chirac, sur le plan de la prise de conscience du scandale ou de l'ampleur de la dégradation morale que cause cette affaire, Jean-François Copé est totalement à côté de la plaque. Il n'a pas pris la mesure de cette affaire qui, une fois de plus, comme l'affaire précédente, comme l'affaire Cahuzac, eh bien, aura seul impact électoral, c'est la montée du FN dans les deux prochains. Je vais vous dire, c'est assez désespérant parce que l'UMP avait un boulevard devant elle pour ce mois de mars, avec des élections qui s'annoncent quand même globalement plutôt bonnes, et ils vont regagner beaucoup de vie. Une gauche qui est dans un état, nous en parlerons peut-être tout à l'heure, et donc là on se trouve avec un président de l'UMP qui de toute façon depuis un an patine, a déjà l'image d'un tricheur et aujourd'hui se retrouve avec l'image d'un voleur. C'est catastrophique et c'est bien dommage, surtout pour des militants UMP qui voyaient un peu le bout du tunnel après 2 années difficiles. Merci messieurs, merci, c'est le mot de la fin. On se retrouve la semaine prochaine, bien sûr, pour une autre édition de Face à Face. Merci de nous avoir suivis.